Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un projet de mégastructure absolument fascinant qui est littéralement en train de redessiner la carte de toute une nation. L'Égypte s'est lancée dans un pari complètement fou, verdir le désert pour faire face à des crises nationales extrêmement sévères. Notre but aujourd'hui, c'est de comprendre ensemble comment ce méga-projet agricole tente, contre toute attente, de transformer le sable aride en terre fertile. Alors pour bien saisir l'urgence absolue de cette initiative, il faut d'abord poser le contexte. La pression qui pèse sur les ressources du pays est colossale. En 2023, la population égyptienne a franchi le cap des 105 millions d'habitants. Imaginez un peu, 105 millions de personnes qu'il faut nourrir, loger et employer. C'est un défi absolument monumental. Mais attendez, ça devient encore plus frappant quand on prend en compte la géographie. À peine 4%. Historiquement, la quasi-totalité du pays s'entasse le long de la vallée du Nil et de son delta. Ça crée l'une des densités de population les plus élevées de toute la planète, concentrée sur une fraction minuscule du territoire. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a une contrainte supplémentaire majeure sur ces ressources déjà très limitées. En ce moment, l'Égypte accueille environ 15 millions de migrants et de réfugiés sur son sol. Forcément, cela fait exploser la demande en eau, en nourriture et en infrastructures de base. Du coup, la question de la sécurité alimentaire devient plus vitale que jamais. C'est là qu'on réalise qu'on est face à une véritable cocotte-minute démographique. Rien qu'entre 2005 et 2023, la population a fait un bond de 34,5 millions de personnes. Pour vous donner une idée, ça représente une augmentation de près de 2 millions d'habitants par an. Il fallait donc une réponse radicale pour éviter un effondrement du système. Bon, plongeons-nous là-dedans. Quand on analyse la pyramide des âges, un détail saute aux yeux. Plus de 51% de la population a moins de 25 ans. Cette immense proportion de jeunes crée un besoin immédiat et urgent de trouver ou de créer des emplois. Parce que, on s'en doute, sans véritables opportunités économiques, cette jeunesse pourrait rapidement devenir un facteur d'instabilité majeur. Alors, comment l'État compte-t-il s'y prendre ? Au programme aujourd'hui, on va explorer la pression démographique, découvrir la vision du nouveau delta, analyser les défis d'ingénierie, décortiquer le modèle économique, voir l'impact social concret, et enfin, aborder le grand dilemme écologique. C'est parti. Section 1. Pression démographique et crise. Quelles sont les racines profondes de ces défis qui poussent le pays à s'étendre en plein désert ? Il faut savoir qu'en parallèle de ces pressions internes, il y a environ 14 millions d'Égyptiens qui ont émigré et travaillent à l'étranger. Et c'est un point crucial, car l'argent qu'ils rendent au pays se chiffre en milliards de dollars. C'est littéralement une bouée de sauvetage financière qui apporte des devises fortes indispensables à l'économie nationale en ces temps de turbulence. Pour organiser tout ça à l'intérieur du pays, le gouvernement a mis en place le plan d'action national 2024-2030, avec des objectifs très précis. L'idée, combattre directement la désertification, relâcher absolument la pression étouffante sur le vieux delta, optimiser les sols et étendre les organisations de gestion de l'eau. On optimise ce qu'on a déjà, tout en préparant le terrain pour une expansion inédite. Ce qui nous amène à la section 2, la vision du nouveau delta. Et voici la solution radicale sur la table. Un méga-projet évalué à près de 800 milliards de livres égyptiennes pour récupérer plus d'1 million d'hectares en plein désert occidental. Et ça illustre brillamment la stratégie agronomique. Regardez le contraste. Le vieux delta bénéficie de l'eau du Nil par gravité et d'un sol argileux, ce qui est parfait pour cultiver le blé. Le nouveau delta, lui, c'est l'inverse, du sable et de l'eau recyclée qu'il faut pomper. Mais devinez quoi ? C'est le terrain idéal pour la betterave sucraire. Cette répartition chirurgicale permet de libérer les terres historiques les plus fertiles pour garantir la production nationale de blé. En clair, on ne parle pas juste de faire pousser quelques plantes dans le sable. L'objectif, c'est de transformer le désert en un gigantesque pôle économique avec le plus grand hub logistique de stockage de céréales du pays. Pourquoi ? Tout simplement pour blinder la sécurité alimentaire de la nation et se protéger des chocs mondiaux qu'on a pu voir lors des récentes crises géopolitiques. Passons à la section 3, l'ingénierie contre la gravité. Parce que oui, faire pousser de la nourriture dans le désert demande une maîtrise technique totalement hallucinante. Alors ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la pure volonté mécanique du système. Au lieu de puiser l'eau fraîche du Nil, le projet récupère les eaux usées de l'agriculture. Ces eaux sont traitées dans l'immense usine d'Al-Hammam. Et ensuite, on propulse 7,5 millions de mètres cubes d'eau purifiée chaque jour sur un fleuve artificiel de 170 km à contre-courant de la gravité. Oui, vous avez bien entendu. Et tout ça grâce à 13 gigantesques stations de relevage. Pour soutenir un tel miracle de l'ingénierie, il faut des infrastructures d'une ampleur à donner le vertige. On parle de 12 000 km de nouvelles routes. Pour vous donner une idée, c'est environ 1,6 fois la largeur du continent africain. À cela s'ajoutent 19 000 km de câbles électriques. Faire fonctionner tout ça demande une énergie colossale, équivalente à 2 réacteurs nucléaires. Mais attention, c'est précisément la construction et la gestion de ces énormes infrastructures qui stimulent massivement la croissance industrielle du pays en ce moment.
Section 4. Le modèle économique PPP. Vous vous demandez sûrement comment on finance une folie pareille? C'est grâce à un partenariat public-privé vraiment unique. Voyons comment ce modèle se construit étape par étape. En phrase 1, l'État joue le rôle de bouclier. Il construit les infrastructures et encaisse tous les risques financiers massifs. Une fois que tout est prêt, on passe à la phase 2. 150 entreprises privées s'installent pour cultiver la terre avec l'assurance d'être protégées par l'État en cas de pépin. Et enfin, phase 3, l'idée c'est que l'État se retire petit à petit en entrant en bourse. Ça lui permet de récupérer du capital pour aller réinvestir ailleurs. C'est du vrai plug-and-play économique. Il faut tout de même ajouter une précision importante pour être complet. La supervision opérationnelle de tout ce modèle est en grande partie gérée par des entités liées à l'armée, notamment via l'autorité de l'avenir de l'Égypte. Et comme les documents budgétaires civils classiques ne détaillent pas toujours précisément les dépenses de ces méga-projets, certains observateurs économiques et groupes de défense des droits soulèvent des questions tout à fait légitimes sur la transparence financière et la concentration du pouvoir économique. On arrive à la section 5, impact social et emploi. Au-delà des gros chiffres et de l'ingénierie, il y a la dimension humaine, et elle est tout aussi marquante. Le projet, c'est une véritable machine à transformer la société. C'est l'un des moteurs qui a aidé à réduire le chômage national à seulement 6%. On parle de la création de plus de 2 millions d'emplois permanents. C'est une aubaine absolue, avec des avantages directs évidents pour les futurs agriculteurs. L'objectif clair, c'est d'encourager les jeunes générations à quitter la ville pour s'installer en milieu rural, dans de nouvelles communautés toutes neuves, équipées d'écoles et d'hôpitaux. Et en point vraiment génial, les femmes ruraux prennent une place de choix. Elles sont aujourd'hui au premier plan, utilisant des technologies intelligentes de gestion de l'eau pour faire barrage à la désertification. Et enfin, section 6, le dilemme écologique. Forcément, manipuler la nature à une échelle aussi gigantesque vient avec un coût et un sérieux paradoxe. C'est là que ça coince un peu. D'un côté, le but est vital et noble, s'adapter au climat, garantir la sécurité alimentaire et relâcher la pression démographique. Mais de l'autre, le coût écologique est vertigineux. On doit brûler des quantités massives d'énergie fossile pour faire tourner ces stations de pompage, ce qui rejette des gaz à effet de serre et nourrit le réchauffement climatique qu'on essaye de fuir. Sans oublier l'autre grand risque pointé par les experts, celui d'épuiser complètement des réserves d'eau souterraines qui ne sont pas renouvelables. Alors on se quitte sur cette question fondamentale. Est-ce que le besoin immédiat de survie de ces 105 millions de citoyens et l'urgence de la sécurité alimentaire justifient ce pari énergétique colossal et ce paradoxe pour l'environnement? C'est une immense question de durabilité qui reste en suspens, alors que l'Égypte continue jour après jour de forger son nouveau fleuve au milieu du désert. Voilà qui conclut notre décryptage d'aujourd'hui et je vous laisse méditer là-dessus.